Bonjour, merci, merci d'être là. C'est la bonne sur la facilitation avec des jeux de cartes coopératifs. Donc, je vais d'abord vous expliquer d'où je parle, quelle est mon expertise sur le sujet, et puis après je rentrerai vraiment dans le vif du sujet avec des cas concrets, des exemples, des grilles d'analyse, un maximum d'outils pour vous. Et à la fin de ma session, vous aurez un lien web et un QR code pour pouvoir télécharger à la fois le partage que je vais faire durant ces 30 minutes et puis également des informations complémentaires qui pourraient peut-être vous être utiles pour trouver des solutions de facilitation. Voilà. Donc, d'où je parle, qui je suis quelqu'un qui aime l'expérience terrain, le vécu, et c'est ça que je vais vraiment faire avec vous. Je ne considère pas que le jeu soit facile, comme la facilitation. Je ne pense pas non plus que la facilitation soit un sport simple et facile. Donc, l'objectif, c'est effectivement de vous donner des faits, des cas concrets et des éléments tangibles pour que vous puissiez monter en puissance et en confiance quand vous allez faire le choix d'animer des sessions avec des jeux de cartes et des jeux coopératifs. Alors, je m'appelle Catherine Champérol, j'ai une activité de conseil en créativité que j'ai montée il y a bientôt 15 ans. J'ai une solide expérience de management parce qu'avant le conseil, j'ai managé des équipes pendant près de 20 ans dans l'industrie et je suis très orientée vers les dynamiques d'intelligence collective. Et vous me voyez là en photo. Donc au-dessus, vous avez mon QR code d'accès sur LinkedIn. Si vous voulez être en contact avec moi, ça sera avec grand plaisir qu'on continuera la conversation et que je continuerai à partager avec vous. Et puis, vous me voyez avec ma balise de facilitation en Italie l'année dernière. Donc, si mes amis italiens sont là, si Valérie est dans les parages, ben, je pense à vous. Je continue avec d'où je parle, en fait. J'ai la chance d'animer un collectif qui s'appelle Jeux dans Jeu. C'est un collectif qui s'est monté en 2016-2017. Aujourd'hui, on est 21 co-auteurs. On a à notre actif la co-création de 17 jeux coopératifs. Et en fait, c'est cette expérience concrète et terrain que je vais vous restituer en vous expliquant ce qui marche, ce qui marche pas. Et je vais aussi enrichir avec des éléments, avec d'autres jeux, d'autres éditeurs que j'apprécie, pour vous donner quelques clés. Quels sont mes terrains de jeu? À quel moment je fais de la facilitation avec des jeux coopératifs? Je le fais dans le cadre d'entreprises, essentiellement, dans le cadre de séminaires, dans le cadre d'ateliers de créativité, de la facilitation sur des enjeux de transformation. Je le fais parfois également dans des contextes de formation. Et j'ai la chance d'avoir l'opportunité d'animer en France comme à l'international, puisqu'une partie des jeux de la collection Jeux d'enjeux sont traduits en anglais. Donc, on peut animer des sessions en anglais. On l'a fait à Singapour, aux États-Unis, à Berlin, à Venise. Voilà. Les photos que vous voyez, c'est des photos prises dans des cas concrets. Le grand atout des jeux de cartes pour le facilitateur, c'est que c'est un support assez frugal, simple à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin d'un Wi-Fi, d'un streamline, vous n'avez pas besoin d'une couche technique très, très lourde. Et donc, ça vous permet d'animer dans des amphithéâtres, ça vous permet d'animer dans des salles debout, ça vous permet aussi d'animer quand c'est possible et quand vous avez l'occasion d'avoir des ateliers avec un jardin, une terrasse. Donc c'est extrêmement flexible. Ça permet en fait de générer des formats d'animation très très diversifiés. Alors, on va d'abord clarifier ce que c'est qu'un jeu coopératif utile pour la facilitation. Donc je vous ai listé 7 critères qui me semblent tout à fait essentiels pour évaluer si le jeu que vous avez repéré va vous être vraiment utile dans la durée pour permettre une qualité de production et pour avoir ce rôle de facilitateur qui vous incombe. Donc, parmi ces critères, le premier, c'est d'abord, quelle est la place de la coopération entre les joueurs? Est-ce que c'est au centre? Et est-ce que ce sont vraiment les joueurs qui vont co-construire les solutions avec les jeux que vous apportez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois trop souvent des jeux qui sont entre guillemets fermés, où en fait, on vous demande systématiquement de suivre le même protocole et d'arriver au même résultat avec des bonnes ou des mauvaises réponses. Ça, les jeux qui sont considérés avec bonne réponse, mauvaise réponse, je considère que c'est pas des jeux coopératifs. Moi, j'appelle coopération quand vous allez faire émerger
un débat, un dialogue, une concertation entre les participants, et qu'ils vont être amenés à produire en fait et à générer les solutions qui leur vont bien à partir des supports que vous leur proposez. Donc ça, la coopération entre les joueurs au centre. Le deuxième critère, c'est mobiliser l'attention individuelle et collective, c'est-à-dire d'arriver à séduire chacun individuellement qui va retrouver de l'intérêt à la session, et collectivement que ça produise, qu'il y ait de l'écoute et que entre les joueurs, vous ayez une qualité de coopération. Un jeu coopératif, il a aussi le talent de s'adapter au contexte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait lui poser la question ou les questions qui correspondent à votre intention d'animation, qui correspondent au contexte, qui correspondent en fait à l'objectif que vous avez avec vos participants. Et donc, un jeu coopératif, c'est un jeu flexible qui a la capacité de s'adapter au contexte des joueurs et qui est donc accessible à tous, sans jargon, parce que vous ne pouvez pas présager du niveau de compréhension du jargon des gens que vous avez avec vous. Donc, c'est important d'avoir des jeux qui soient écrits dans un français simple, direct, compréhensible par tous, sans des acronymes dans tous les sens, sans anglicisme dans tous les sens. Ces jeux, ils sont aussi coopératifs du côté du facilitateur, parce que un bon jeu coopératif, c'est aussi un jeu qui va alléger en fait la charge mentale du facilitateur. Ça va être un peu le meilleur ami de la facilitation. Il va vous donner des points de repère. Il va donc vous permettre aussi de gérer les interactions avec vos participants, tout en vous permettant de prendre du recul. C'est-à-dire que vous n'allez pas être au four et au moulin, vous n'avez pas besoin et d'alimenter les participants et de les observer, de les écouter, d'avoir une écoute active. En fait, c'est le jeu qui va animer la session en partie avec vous, à vos côtés, et donc vous allez pouvoir amplifier vos qualités d'observation, d'écoute active et d'animation, de facilitation auprès des participants. Donc ce côté allègement de la charge mentale du facilitateur, c'est assez essentiel, c'est un critère clé. Les jeux trop complexes à animer avec des accessoires dans tous les sens, des trucs très complexes, des règles du jeu qui mettent 15-20 minutes à être absorbées, c'est pas possible. Ça va vous donner une couche technique, une couche de complexité qui va pas produire ce côté support en fait pour la facilitation. Donc je vous dis, veillez bien à ce que le jeu allège votre charge mentale. Bien sûr, le jeu, la promesse, c'est qu'il aide à avoir une production de qualité. Ça, c'est le 6e critère. Et puis, pour vous, en tant que facilitateur, comme pour les participants, ce qui est intéressant, c'est que la méthode portée par le jeu, le dispositif porté par le jeu soit jouable et rejouable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inventer plein de formats de facilitation. Vous n'avez pas besoin d'acheter un jeu pour animer 20 minutes, animer 45 minutes, animer 1h30, animer petite équipe, animer grande équipe. Non, vous allez avoir un jeu qui est tout à fait flexible, jouable et rejouable, et que vous allez pouvoir avoir de l'intérêt, vous aussi, à l'animer et à le réanimer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une méthode, qu'un outil dont nous-mêmes, en facilitation, on se lasse vite. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils qui vont vous réveiller, vous aussi, en tant que facilitation, qui vont vous intéresser, et puis de manière récurrente et répétée. Voilà. Donc ça, 7 critères, regardez-les bien. Peut-être que votre jeu, votre choix ne va pas cocher tous les critères, mais c'est important de le savoir et d'assumer ça. C'est par exemple, si votre jeu, c'est un jeu qui coche 6 critères sur 7, et que le critère qui n'est pas coché, par exemple, c'est allège la charge mentale du facilitateur, il faut que vous le sachiez, il faut que vous soyez conscient et que vous l'assumiez, parce que vous allez pouvoir préparer votre animation en conséquence. Comment un jeu allège la charge mentale du facilitateur? Mise en place simple, pas de gris-gris accessoires dans tous les simples, dans tous les aspects d'organisation. Typiquement, vous savez, on a parfois des jeux très structurés avec des jetons, avec des plateaux de jeu, avec du papier, des modes d'emploi, des cartes. Alors c'est très beau, c'est super. Sauf que en fait, ça vous demande en fait beaucoup de bandes passantes, beaucoup d'énergie pour faire l'animation, et puis surtout pour donner les règles de fonctionnement. Voilà. Parce qu'aussi, un jeu qui allège la charge mentale, c'est un jeu qui donne des consignes très claires, simples, rapidement. Un jeu qui aussi va pouvoir vous
vous suivre sur le temps qui lui est imparti. Un conseil aussi que je vous donne, c'est d'avoir des cartes lisibles à 2 mètres, c'est-à-dire à bout de bras. Par exemple, je vous fais voir des jeux de cartes tels qu'on les conçoit avec les équipes chez Jeux d'Enjeu. On essaie d'avoir des jeux les plus lisibles possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, quand vous allez tourner d'une table à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une personne à l'autre, quand vous allez faciliter, vous avez besoin de repérer ce qui est en train de se jouer sur la table, ce que sont en train de faire les joueurs. Vous devez avoir des codes couleurs ou des clés de compréhension de ce qui se joue sur la table pour pouvoir être en capacité d'apporter un support, d'apporter un conseil, de les accélérer, de les ralentir, de leur poser des questions. Donc des cartes très lisibles, peu chargées en texte, c'est important. Et puis vous savez, donc vous connaissez le fameux iceberg de la facilitation. Je vais vous le présenter. La facilitation, en fait, ça a 3 vertus essentielles. On vous appelle pour faciliter, pourquoi? Pour qu'il y ait une production, pour mieux produire ensemble. On vous appelle également pour que vous favorisiez le dialogue. Et on vous appelle pour que vous puissiez réguler les échanges et maximiser la qualité, en fait, ensemble, de ce qui est produit. Donc, du côté des jeux, qu'est-ce que peuvent faire les jeux pour répondre à l'iceberg de la facilitation? Les jeux sont vraiment des stimuli, c'est-à-dire que les cartes sont des ressources, en fait. Elles vont vraiment porter des notions, des mots-clés, des images qui vont favoriser la production d'idées auprès de vos participants. C'est des médiatrices, en fait, parce qu'elles ne sont pas dans le jugement. Une carte ne porte pas de jugement, elle n'a pas de préjugés, elle ne dit pas si elle est une bonne carte ou une mauvaise carte, en fait. Et donc ça, c'est important parce que les cartes vont pouvoir permettre de lever des sujets qui sinon restent très implicites. Et le jeu de cartes, en fait, dans le jeu, il y a l'idée d'avoir une règle, une consigne. Et donc ces consignes-là vont donner un cadre qui va favoriser aussi l'intelligence collective du groupe. Dans les joueurs, vous allez vous retrouver avec des cas de figure très différents. Vous avez des gens qui adorent le jeu, d'autres qui détestent. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah bah le jeu c'est super, gadget, c'est anecdotique, c'est donneur de leçons, c'est futile, c'est fumé. » Vous avez des gens qui vont vous dire « Ah j'adore, c'est sérieux sans se prendre au sérieux, c'est une pause, c'est une respiration, c'est une surprise, on va se tirer les cartes. » Voilà. Donc il faut impérativement que vous connaissiez aussi vous votre appétence et votre style, votre typologie de joueur. Qu'est-ce qui vous motive quand vous jouez, quand vous êtes sur les cartes? Moi, je vous encourage vraiment à passer ce test qui est en accès libre sur le lien que je vous communique, la typologie joueur web app. C'est très intéressant, vous allez répondre à quelques questions et on va vous faire votre profil, en fait, d'appétence entre 4 formats de styles de joueurs, les socialiseurs, les achievers, les fighters et les explorers. Et vous allez voir, ce que vous voyez à droite de l'écran, là, moi je suis majoritairement explorer, je le sais, je sais que ça donne une teinte à ma facilitation, il faut que j'en sois consciente. Donc bien se connaître soi sur son style de jeu, c'est important, et ça va vous éclairer aussi sur la diversité des profils que vous allez avoir face à vous. Donc je vous encourage vraiment à passer ce test, c'est très éclairant, et en plus il est bien fait. Donc effectivement, qu'est-ce qui motive? Voilà un peu la synthèse des 4 profils qui vous sont proposés. Vous allez avoir des joueurs qui cherchent à maîtriser les phases de jeu, d'autres qui vont plutôt chercher à interagir, à générer du dialogue. Certains joueurs vont être centrés sur les joueurs, l'humain, l'équipe, d'autres vont être centrés sur le contenu du jeu, les règles du jeu, les informations portées par le jeu. Dans votre façon de faciliter, c'est important que vous soyez conscient de ça, parce qu'en fait, un jeu coopératif, la promesse qu'il tient, c'est effectivement d'éclairer une grande partie des joueurs, des profils, mais pas tous. Un jeu coopératif, les fighters, ceux qui sont ultra combatifs et qui veulent absolument qu'il y ait des gagnants et des perdants, ben dans un jeu coopératif, tout le monde est gagnant. Donc eux peuvent se sentir lésés et peuvent vous dire à la fin de la session, au final, j'ai pas eu le sentiment de jouer, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le sentiment de combattre face aux autres joueurs. Et donc c'est important de
placer cette notion de coopération en amont quand vous donnez les consignes et d'expliquer qu'effectivement, c'est un jeu de coopération qui va favoriser les interactions et non pas le combat et la recherche de points ou de gagnants-perdants dans l'équipe. Pour conclure, je vais vous donner 3 conseils terrain pour avoir en tête des points de préparation, enfin des points d'organisation quand vous facilitez avec des jeux coopératifs. Donc, je vous laisse un acronyme A3. Alors, le premier A, c'est le A de l'appel. Donc, quand vous animez, il y a une phase qui est essentielle, c'est avant de lancer la session de jeu, l'introduction, comment vous allez placer la consigne, comment vous allez expliquer, comment vous allez susciter de l'intérêt pour la session qui arrive avec le jeu. Ça, c'est extrêmement important. Alors, l'intérêt peut être que les cartes sont magnifiques, que le nom du jeu est surprenant. En tout cas, vous avez besoin de donner envie de jouer. Pendant la session de jeu, effectivement, d'avoir un jeu qui a des apports, qui apporte de la ressource, qui favorise le dialogue, ça, c'est extrêmement important. Et puis, à la fin d'une session de jeu, il y a un 3e A qui est essentiel, c'est l'ancrage. C'est-à-dire, après la session de jeu entre les participants, comment vous organisez le débriefing et le feedback. Donc, débriefing, c'est la restitution de la production de la phase de jeu. Feedback, c'est la prise de recul sur ce qui vient de se passer et la capacité à retirer des enseignements un peu plus en recul, avec un peu plus de hauteur sur les apports de la session de jeu. Donc voilà, des exemples pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire de l'appel. Voilà, la signature du jeu, son nom, son design, sa visibilité, voilà, susciter l'intérêt. Je vous fais voir des jeux que j'aime en particulier, donc bon, ACDC qui est jeu d'enjeu, mais les cartes feeling qui sont très belles aussi. Vous avez aussi chez Positron des belles propositions de cartes très visuelles. Ça suscite de l'intérêt. Vous avez un appel qui est réussi. Apport, est-ce que vos cartes sont lisibles? Est-ce qu'elles ont des consignes intéressantes? Est-ce que ce sont des pioches qui sont bien structurées? C'est assez essentiel. Ancrage, débriefing et feedback. Donc, j'insiste là-dessus. Débriefing, c'est effectivement la restitution de la production des joueurs. C'est important. Si vous les faites jouer, si vous ne les écoutez pas à la fin des jeux, s'ils n'ont pas le temps de prendre la parole et de présenter ce qu'eux ont produit grâce aux cartes, en fait, vous allez générer beaucoup de frustration. Donc, prévoir un temps de débriefing, c'est important. Et prévoir un temps de feedback, qui est le retour d'expérience, en fait, la prise de recul. Comment ça s'est passé avec vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez joué? Qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe? Quelles ont été les phases de jeu intéressantes pour vous? Quelles ont été les phases de jeu plus difficiles pour vous? Que retenez-vous de la phase de jeu? Auriez-vous envie de continuer à jouer? Sur quelle thématique, etc. Voilà. Donc, important de faire ce temps de débriefing et de feedback. Et au final, si vous avez 1 heure d'animation, je vais prendre, on va dire, 5-7 minutes sur les consignes en amont. Je vais laisser jouer une trentaine de minutes et je vais vraiment passer au moins 20 minutes de débriefing et de feedback avant de faire une clôture avec l'équipe. Donc franchement, ne zappez pas débriefing et feedback. S'il n'y a pas d'ancrage, vous risquez de susciter un sentiment de c'est gadget, on a joué, c'était sympa, mais au final, ça sert à quoi? Voilà. Donc le gros intérêt de ce 3e A, l'ancrage, c'est qu'à ce moment-là, l'équipe va, grâce à vous, retirer la substantifique moelle, en tout cas les apports importants, et ça va les ancrer durablement en apprentissage, et ça va leur permettre de mémoriser dans le temps ce qui est en train de se passer. Alors, c'est une feuille qui vous paraît un peu compliquée. Vous allez pouvoir la télécharger librement et donc vous allez pouvoir la consulter avec plus de temps. C'est juste pour vous dire, j'ai modélisé, là pour Jeux d'enjeu, on a modélisé en fait des critères pour s'évaluer quand on facilite une session de jeu. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on facilite une session de jeu? Si on veut s'auto-évaluer, qu'est-ce qu'on va regarder?
On va regarder la qualité de la communication. On va regarder l'assertivité. Est-ce qu'on est ancré? Est-ce qu'on est confiant dans notre phase de jeu? On va regarder la dynamique avec les participants. Et on va regarder la posture de facilitation. Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on s'implique? Est-ce qu'on fait la place aux participants? Voilà. Donc, vous avez 4 familles de critères et pour chacune des 4 familles, vous avez 4 points, 4 qualités observables du facilitateur. Vous allez pouvoir télécharger cette feuille-là très simplement et vous allez pouvoir vous autodiagnostiquer. C'est très intéressant parce que vous allez pouvoir comme ça progresser d'animation en animation et puis corriger vos défauts, amplifier vos qualités. Voilà, donc là, je viens de vous faire l'intégralité de la présentation que j'avais prévue pour vous. Je vous donne des contenus utiles. Donc, vous avez soit le lien web sur lequel vous allez pouvoir télécharger les contenus que j'ai déportés sur un Padlet. Donc, vous avez accès librement, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous allez tomber sur ce secteur où vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez donc la synthèse des présentations que je viens de faire avec vous, des outils de feedback et de débriefing, le lien vers le test de ce profil de joueur dont je vous ai parlé, des vidéos YouTube très intéressantes qui caricaturent les facilitateurs avec les jeux de cartes et puis qui vous racontent l'histoire des jeux de cartes avec le musée La carte à jouer de d'ici les Moulineaux. Vous avez la bande son aussi, si vous voulez animer, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de chants, de chansons populaires, de pop culture autour du jeu de cartes. Donc que ce soit Lady Gaga, Aznavour ou Radiohead, il y a une bande son très sympa. Et puis si vous voulez creuser le sujet de la gamification, vous avez des ouvrages que je peux vous recommander. Le Padlet QR code, mes coordonnées, vous les avez. Au plaisir de se retrouver sur LinkedIn. Et là, j'ai du temps pour vous. Je vais aller voir vos commentaires et je vais répondre à vos questions. Est-il possible de mettre les liens dans le chat? Oui, c'est possible, Catherine. Il faut juste que tu m'envoies le lien en chat privé que je le mette. Sinon, les liens sont bloqués. D'accord. C'est possible. Alors, est-ce que je peux faire un copier-coller? Vous avez le QR code. Si vous avez votre smartphone, déjà, vous allez pouvoir télécharger. Et donc, vous avez un lien Bitly, http://bit.ly. Voilà, et vous avez le code derrière. Je ne sais pas si ça s'affiche. Moi, je suis bloquée là, j'arrive pas à faire copier-coller de mon écran. Ok. Donc, vous voyez, le lien est encore plus riche que l'échange que je viens d'avoir avec vous. Si vous avez des questions, je les prends très volontiers. Ah, je vois quelqu'un qui me demande comment se spécialise-t-on dans la création de jeux coopératifs. Je pense que c'est pas tellement une spécialité, c'est plutôt une envie. C'est en fait, moi si je parle du projet Jeux d'enjeu, c'est en fait on s'est retrouvé à plusieurs formateurs, consultants, facilitateurs en se disant on a des méthodes qu'on utilise individuellement, qu'on aimerait rendre plus pérennes et on voudrait surtout que les personnes qu'on rencontre se les approprient dans le temps. Donc, comment faire pour avoir un outil, un support qui se joue, en fait, qui s'utilise dans le temps? On se dit, on ne va pas écrire un énième bouquin sur la facilitation, il y en a déjà beaucoup qui sont très bien. On a envie d'être plus concret et donc on va essayer de voir comment on peut transformer nos bonnes pratiques en jeux de cartes. Alors nous, nos bonnes pratiques, c'était souvent des méthodes avec des façons de penser, des catégories, des notions. Et on a fait cet exercice de traduire nos méthodes au format jeu de cartes. Donc c'est pas une spécialisation sur le jeu coopératif qu'on a fait, mais au final on finit par avoir fait du jeu coopératif parce qu'on a eu envie de partager durablement les méthodes les plus efficaces et avec aussi l'idée que d'autres personnes se les approprient et que dans le temps les méthodes s'enrichissent par les apports de tiers. Et surtout on se dit qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui n'ont pas forcément les moyens ni le temps de se payer des facilitateurs ou des consultants. Et il y a de l'ingéniosité partout, il y a des porteurs de projets partout. Et c'était aussi important d'avoir des outils super accessibles
pour permettre à des entrepreneurs, pour permettre à des jeunes structures d'être très autonomes. Donc en fait, les jeux, on les a conçus pour aussi qu'ils s'animent sans nous, qu'ils soient complètement autoporteurs. Et c'est entre guillemets ça, pour se spécialiser dans les jeux coopératifs, la difficulté, c'est effectivement de faire en sorte de rendre clair, simple et partageable une expertise qu'on maîtrise et sur laquelle on a souvent beaucoup d'implicites. Donc le fait de travailler sur des jeux coopératifs, ça vous oblige à lever vos implicites, clarifier vos convictions, clarifier vos méthodes, et c'est un exercice super intéressant. Voilà. Tellement intéressant qu'on a commencé à en faire un, puis aujourd'hui on en a 17, donc vous voyez, c'est que ça nous a plu, et on a des retours assez formidables. Alors, pour faire émerger des nouvelles solutions à un problème, quel est le jeu que vous recommandez? Alors, il y a plusieurs jeux dans la collection qui peuvent aider. Il y en a un qui s'appelle ACDC, qui vous dit, en fait, pour répondre à une question, comment faire pour, vous avez 4 angles de génération d'idées à aller voir. Qu'est-ce que vous pourriez augmenter, créer, diminuer, casser? Et en fait, le jeu porte 40 verbes d'action, avec des cartes qui sont des stimuli, donc 4 pioches de 10 cartes, des verbes en A sur la notion d'augmenter, des verbes en C sur la notion de créer, etc. Au total, 40 verbes qui vous mettent en mouvement et qui déclenchent de la génération d'idées. Donc ça, excellent jeu. Alors, je vois que j'ai quelqu'un qui me dit oui, que le site Notion de Carole Lémay regorge de ressources. Alors, je le note. Merci pour le partage. Je vous encourage aussi à scénariser quand vous animez avec des jeux de cartes. Nous, par exemple, à CDC, on ne se prive pas de lancer Hells Bells. Et puis, vous avez comme ça de mettre en musique, mettre en son aussi. Ça apporte une dimension complémentaire qui est aussi un super stimuli auprès des équipes. Où puis-je trouver une liste de jeux coopératifs? Alors, si vous cherchez des jeux coopératifs, dans le lien que je vous partage, là, vous allez aussi trouver la plateforme qui s'appelle souriezvousjouer.com. Donc, souriezvousjouer.com. Souriezvousjouer.com, c'est une plateforme qui regroupe des éditeurs, dont Jeux d'enjeu, les outils du coach. Voilà, vous avez plusieurs éditeurs qui se sont regroupés sur cette plateforme. Et vous avez un choix très riche de jeux coopératifs à destination des porteurs de projets, des entrepreneurs, des facilitateurs, des entreprises. Il y a vraiment un choix très intéressant et il y a beaucoup de jeux coopératifs sur cette plateforme. Donc, c'est un agrégateur qui est intéressant. Vous avez les gens de chez Positron aussi qui ont des jeux intéressants. Vous avez Make Sense qui a des jeux. Mais sur une plateforme qui regroupe, moi j'aime bien. Souriez-vous jouer, je leur fais confiance, ils sont super. Merci en tout cas pour le temps que vous venez de me consacrer. N'hésitez pas, je suis facile à trouver, Catherine Champérol sur LinkedIn. Et puis je continuerai à répondre à vos questions. En tout cas, belle journée à vous et puis bonne pioche. C'est à toi de jouer, Ludovic. Pardon, des problèmes de micro. Merci beaucoup, Catherine, je disais. Merci beaucoup pour ton intervention. J'ai ajouté un lien rôti dans les commentaires. Et si vous voulez souhaiter continuer la conversation, vous pouvez sur Discord, pas de souci. Vous pouvez vous rencontrer là-bas. Et nous, on va enchaîner avec Julien. Merci encore, Catherine. Bonne journée.